Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 9 septembre et à la une de ce journal, le préfet fait le point sur deux des grands défis auxquels l'île doit faire face, la sécurité et l'immigration. En ce qui concerne la sécurité, Jean-François Colombet souhaite combattre le mal par la racine en prenant davantage en charge les jeunes en errance. Au sujet de l'immigration, le préfet se réjouit de la mise en place des nouvelles mesures. Il assure par ailleurs qu'il sera vigilant suite à une circulaire comorienne modifiant les conditions d'accès au pays. Au montage, Leslie Vumenet. Le successeur de Dominique Saurin aura été directement plongé dans le grand bain des problématiques auxquelles le département doit faire face. Jean-François Colombet était sur notre plateau ce matin. Il est d'abord revenu sur les deux homicides qui ont marqué l'actualité ces dernières semaines. Selon lui, il faut sans plus tarder s'occuper des causes qui poussent les jeunes à tomber dans la violence. La délinquance, globalement aujourd'hui, n'évolue pas à la hausse. Ça, c'est un fait et objectif, parce qu'on a des chiffres qui l'établissent. Oui. Mais par contre, on a des actes beaucoup plus violents, on a des homicides. Et Mayotte n'était pas habituée à connaître ce genre d'actes. Alors, on a une situation qui est quand même beaucoup plus favorable que celle qu'on peut trouver à La Réunion ou dans les Antilles. Les Antilles, quand j'étais dans les Antilles, c'était 50 homicides par an. À Mayotte, on est à 6, 8 un peu moins de 10, on va dire. Ça fluctue selon les années. Et cette situation, il faut la préserver. Les gendarmes et les policiers font leur travail. Ce qu'il faut probablement, c'est s'occuper de ces gamins qui sont sans emploi, sans formation et quelquefois sans parents. Le préfet souhaite multiplier par 2 ou par 3 le nombre d'adultes relais et de médiateurs dans les rues pour aller au contact de ceux qui sont ou s'apprêtent à évoluer en marge de la société. Autre sujet sur lequel le nouveau préfet est très attendu, l'immigration. Sur ce point, Jean-François Colombet assure que les dispositifs sont désormais en place. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ces dispositifs sont opérants, même si nous avons quelques problèmes avec un ou deux bateaux là qui sont en maintenance. On a eu un petit problème, un petit souci la semaine dernière. On a toujours des bateaux à la mer. Ils sont jamais au même endroit. On est en train de changer de stratégie pour pas rester au port de petites terres comme c'était le cas avant. Des moments on est au sud, des moments on est au nord, des moments on est à l'ouest. Enfin voilà, on fait tout ce qu'il faut pour dissuader évidemment les Kwassa d'arriver. On en interpelle pas mal, on reconduit énormément. J'ai bon espoir qu'à la fin de l'année, on aura reconduit 25 000 personnes. En reconduisant 25 000 personnes, je rappelle que c'est un gain incroyable par rapport aux années précédentes. Si en même temps on empêche les Kwassa et si on leur fait faire demi-tour, on finira peut-être, et c'est pas présomptueux de ma part, c'est juste un truc que j'ai en tête matin, midi et soir, on finira peut-être par inverser le solde. Voilà. Le représentant de l'État à Mayotte souhaite que les reconduites deviennent plus importantes que les entrées illégales sur le territoire. Néanmoins, une circulaire comorienne jette le trouble sur les ambitions du pays voisin. En effet, cette dernière stipule que tous ceux qui se rendent aux Comores devront présenter leur carnet de santé en arrivant dans le pays. Si c'est le moyen pour les Comores d'empêcher la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, ce sera extrêmement fâcheux et ce sera immédiatement dénoncé au plus haut niveau de l'État. Moi, ce que je sais, et ce que vous venez de dire d'ailleurs, Patrick Mian, vous avez parlé de voyager. Les gens qui partent aux Comores sous la direction de l'État, après avoir été interpellés en situation irrégulière, ne voyagent pas. Ils sont reconduits. Et donc, moi, je vais être extrêmement attentif à partir du 15 septembre, effectivement, pour voir ce que les Comoriens font de ce texte. Croyez bien que Paris est déjà informé. Après l'accord cadre entre la France et les Comores, cette circulaire vient semer le trouble sur les réelles intentions du pays voisin. Alors, comme dit l'adage, prudence est mère de sûreté. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Marguerite de Becq-de-Lièvre, journaliste reporter au sein du groupe Coésie. Marguerite, bonsoir. Bonsoir Pierre. Ravi de vous accueillir. Alors le préfet, vous l'avez suivi aujourd'hui parce qu'il était dans le chef-lieu à Mamoudzou pour une rencontre. Alors c'était quoi exactement son programme de la journée de l'après-midi notamment? Alors il y avait plusieurs points dans cet après-midi. La première chose, c'était la présentation des grands projets de la ville, tels que l'éclairage public, l'aménagement du front de mer ou encore la construction de divers équipements sportifs tels que le futur stade de Tsunzu ou encore le gymnase de Mgombani. L'autre point, c'était la signature d'une convention entre l'État et la mairie, qui était représentée par le maire, Mohamed Majani. Cette convention, elle porte sur
elle a pour but de lutter contre la prolifération de l'habitat illégal. Avec notamment le NPRU. Exactement, ça aussi, c'est autre chose. Ça a été un autre programme de rénovation urbaine. Un autre point de la visite. Le préfet est allé visiter un des quartiers de Kawéni qui entre dans le cadre de ce NPRU. L'objectif du préfet, il l'a expliqué, c'est que dans 10 ans, l'image des bidonvilles est disparue à Mayotte. Alors, autre point important, et on l'a évoqué dans le sujet précédent, c'est la sécurité. Sur ce point, il y a une séquence particulière sur les caméras de vidéosurveillance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Exactement. Jean-François Colombet a visité le centre de supervision urbaine qui est installé à Mamoudzou. Alors aujourd'hui, on a 66 caméras de vidéosurveillance qui sont installées dans la commune. Sur l'ensemble du chef-lieu ? Oui, sur toute la commune. Il faut savoir que d'ici quelques temps, on n'a pas la date précise encore, mais il y aura 20 autres caméras qui seront installées. Au total, donc, Mamoudzou comptera 86 vidéos déployées sur l'ensemble de la commune. Autre chiffre important quand même, qui montre tout de même l'efficacité de ces caméras de vidéosurveillance, c'est que depuis que le centre de supervision urbaine a été ouvert en 2018, 90 affaires ont pu bénéficier de ces images afin d'interpeller des individus ou simplement de montrer la flagrance de certains faits. Alors comment ça se passe justement dans ces cas-là ? C'est les policiers, les gendarmes qui font une réquisition, ou peut-être la justice, le procureur de la République ? Et bien justement, c'est les officiers de police judiciaire, les OPJ, qui via le parquet, du coup, demandent à la police municipale de leur transmettre les images qui les intéressent, sachant que ces images, si elles sont effectivement intéressantes pour des affaires, elles sont conservées, alors que sinon, elles sont supprimées au bout de 14 jours. Alors justement, 14 jours, ça paraît un chiffre relativement faible parce qu'ensuite, elle n'existe plus. Est-ce que justement, on n'a pas parlé de ça, du fait qu'il y a peut-être des affaires qui, après 14 jours, peuvent être révélées ou peuvent sortir au grand public ? C'est pas un sujet, en tout cas, qui a été abordé, donc j'imagine que 14 jours, ça doit être suffisant. Est-ce que la loi n'intervient pas ? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas été abordé. Merci beaucoup, Marguerite. On se retrouve dans quelques minutes pour un autre sujet que vous avez suivi ce matin. Une augmentation des salaires, un renforcement d'effectifs, une majoration des heures supplémentaires. Voilà une partie des revendications qui ont poussé des employés de la blanchisserie de Mayotte à entrer en grève ce matin. Un mouvement qui fait suite à l'échec des négociations annuelles obligatoires avec la direction. Unique blanchisserie sur l'île, cette grève pourrait avoir un impact sur le CHM et les différents hôtels recourant au service de l'entreprise. Un reportage signé Paul-Arthur Avit. Les employés de la blanchisserie de Mayotte adhérents au syndicat Force ouvrière sont entrés en grève ce matin. Après avoir posé leur préavis de grève la semaine dernière et ne pas avoir eu les retours escomptés de la direction, ils ont décidé de passer à l'action pour faire entendre leurs revendications. Des revendications en nombre de 6 qu'ils considèrent comme justes. Les revendications à l'heure actuelle sont sur 6 points. Augmentation des salaires, majoration des heures supplémentaires, manque d'effectifs, mise en place de la prime dite participation sur le bénéfice, mise en place d'une prime pénibilité. Nous demandons aussi la mise en application des jours fériés chômés et payés qui sont le 1er janvier, l'Aïd el-Kébir, le 1er mai, le lundi de Pâques. Des employés qui se plaignent de leurs conditions de travail qu'ils considèrent comme n'ayant jamais évolué au fil des années, à l'image de Bakary Sohaili Fatima, avec 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise. C'est fatigant de se lever toute la journée à travailler. C'est pas que nous, on déteste notre travail. Nous, on aime bien notre travail. C'est pour ça qu'on sort de chez nous, on se tape tous les chemins jusqu'ici, parce qu'on adore notre travail, pour qu'on puisse vivre de tous les jours. Et là, je vois que ça change pas en fait, toujours c'est la même chose. Et là c'est un peu difficile pour nous, c'est pour ça qu'on est là, on est dehors aujourd'hui. Un mouvement de grève qui pourrait handicaper les structures faisant appel à l'unique blanchisserie de l'île comme le CHM ou les hôtels. De son côté, l'hôpital nous assure que ces livraisons arrivent toujours à l'heure. Les employés et la direction de la blanchisserie sont entrés en réunion pour discuter des revendications en début d'après-midi. De retour sur le plateau et Marguerite de Bec-de-Lièvre est toujours avec nous, journaliste reporter au sein du groupe Kwesi. Vous avez suivi aussi ce mouvement de grève aujourd'hui. Il y a eu des négociations qui ont débuté, on l'a expliqué dans le sujet, dans l'après-midi. Où est-ce qu'on en est
à 19h15 bientôt de ces négociations. Alors effectivement, une réunion a été organisée entre le syndicat Force ouvrière et la direction, enfin représentée par le président de la blanchisserie. Une réunion qui a démarré à 14h, qui a duré quand même quelques heures parce qu'on a réussi à joindre David Abinal, donc, qui est le délégué syndical FO, uniquement vers 17h. Alors il nous a expliqué quand même que les négociations avaient bien avancé. Il a ajouté que le président visiblement bloqué sur une des revendications qui était la hausse des salaires. La revendication principale. La revendication principale, exactement. Alors le syndicat a proposé un chiffre. Et ils attendent la réponse. Le président, visiblement, aurait besoin d'une nuit pour réfléchir. Ça encore, c'est le délégué qui nous le dit. Et du coup, une nouvelle réunion est prévue demain 10h demain à 10h, avec l'espérance, j'imagine, d'une sortie de crise. C'était plutôt optimiste, en tout cas dans le camp des syndicats ce soir à l'issue Oui, de la réunion. ils avaient l'air d'y croire. Ils étaient plutôt optimistes sur l'issue de ce mouvement. Et surtout, ils avaient l'air de dire que sur les autres points de revendication, les choses aussi allaient dans le bon sens. Notamment ces effectifs qu'ils voudraient renforcer avec ils voudraient 4 personnes en plus et la direction proposait 2 personnes, pour l'instant un peu plus de 2 personnes. Oui, c'est ça, la direction proposait 2,3 équivalents temps plein et ça semblait insuffisant pour le syndicat qui effectivement avait demandé 4 personnes par rapport à la charge de travail, étant donné effectivement que la blanchisserie a le monopole quand même. C'est la seule blanchisserie de Lille justement, alors c'est vrai que l'impact, on en parlait. Est-ce qu'il y a eu un impact? Est-ce que justement on a pu contacter des personnes, notamment le CHM, parce que c'est vrai que les draps, qui sont des draps blancs, passent par cette blanchisserie pour être lavés et retournés ensuite au centre hospitalier. Est-ce que justement il y a eu un impact par rapport à ça? Alors c'est vrai, David Abinal lui-même le disait, le CHM c'est environ 90% du chiffre d'affaires de la blanchisserie. On a joint du coup ce matin par téléphone le CHM qui nous a expliqué qu'il n'y avait pas eu d'impact, que la grève n'avait pas... ils avaient même été livrés ce matin. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu de répercussions sur l'hôpital. Pas de répercussions sur l'hôpital, sur les hôtels. Pour le moment, cette grève reste une grève entre effectivement quelques salariés et la direction, mais pas d'impact supplémentaire. Exactement. Merci beaucoup Marguerite d'avoir accepté de répondre à nos questions sur ces 2 sujets qui font l'actualité du moment. Et on poursuit ce journal avec un retour à la nature. Après plusieurs années comme entrepreneur, Anissa Omarji a décidé de se reconvertir dans la vente de produits naturels. Depuis plusieurs années, elle fait la promotion de l'aloe vera, une plante aux nombreuses vertus qui fait le bonheur d'une entreprise américaine. Cette dernière exporte ses produits à travers le monde et Mayotte n'y échappe pas. Écoutons plutôt la gérante de l'entreprise au GLT lors de la matinale de Coésie. Est-ce que vous connaissez l'aloe vera? Oui. Et ben voilà. Donc les Vous produits. mangez que de ça. Vous mangez que des plantes Peut-être typiques. pas que de ça. On mangeait que de l'aloe vera. Mais ce matin, par exemple, je me suis brossé les dents avec un dentifrice à base d'aloe. Ouais. Voilà. Je me suis douchée avec un gel douche à c'est base ça. d'aloe aussi. Exact. Et ça coûte moins cher? Alors oui, parce que ça dure beaucoup plus longtemps. Donc l'aloe vera, c'est un gel. Vous Ouais, l'avez déjà c'est vrai. épluché. Donc nous, on utilise le mucilage de cette plante, ce qui fait que un dentifrice normal, il est fait à base d'eau. Ouais. Le nôtre, il est fait principalement à base d'aloe vera. Ouais. Donc il est très concentré. Un exemple tout bête, mon dentifrice, il me dure 4 mois et on est 4 à l'utiliser à la maison. Et Ah on oui. se brosse les dents tous les jours. Ah oui, d'accord. Il faut savoir que quelqu'un qui utilise un dentifrice à base de fluor, Ouais. il va s'injecter une dose de poison tous les jours. Une dose de poison? Le fluor est cancérigène, effectivement. Ah ouais. Mhm. Alors que votre L'aloe plante... vera. Il n'y a pas de fluor dans mon dentifrice. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment le sort de la compagnie Aigle Azur ou encore la CGT Éducation qui rencontre le vice-recteur. Au montage, Leslie Vumenet. Le 28 août dernier, la CGT Éducation a été reçue au vice-rectorat. Le syndicat a rappelé l'importance que les professeurs contractuels soient renouvelés sur leur affectation. La CGT prône des contrats de 3 ans permettant d'éviter de nombreuses périodes sans contrat pour les professeurs. Le syndicat s'insurge notamment face au non-renouvellement de collègues devant poser des congés maternité. Il semblerait néanmoins que le dialogue ait été constructif sur ces sujets puisque le vice-rectorat s'est engagé à garantir l'affectation sur le poste occupé au retour du congé si cela est possible, c'est-à-dire si le poste n'a pas été pourvu par un agent titulaire.
D'autres points ont également été évoqués lors de cette réunion, notamment le plan de rattrapage. Gilles Albou a répondu que le collège de Bouéni et le lycée de Longoni sont programmés pour 2021 ou 2022. Lors de cette rencontre, la CGT est également revenue sur le taux d'enseignement titulaire toujours aussi alarmant. Le syndicat souhaite que l'indemnité de suggestion géographique soit revue pour attirer de nouveaux enseignants sur le territoire. La compagnie Aigle Azur a suspendu ses vols depuis vendredi minuit. L'heure est aujourd'hui à la sauvegarde notamment de ses 1150 emplois. Pour rappel, Air Austral est lié à Aigle Azur par le biais d'un contrat d'affrètement d'un Airbus A330-300 dédié à la desserte ponctuelle de la ligne Paris-Mayotte. En urgence, la compagnie réunionnaise a dû procéder à l'affrètement d'un A340 de la compagnie espagnole Plus Ultra. Concernant Aigle Azur, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a évoqué hier une offre principale et 2 offres sérieuses. Il faut dire que si cette compagnie possède 80 millions d'euros de dettes, elle dispose d'une importante quantité de slots, à savoir environ 10 000 créneaux horaires. Ce volume de créneaux horaires est très important au vu d'autres compagnies en raison de leur rareté à Orly. Reste maintenant à savoir si Aigle Azur sera racheté ou si ces créneaux horaires tomberont dans le pot commun suite à sa liquidation judiciaire. La 6e édition des Journées nationales d'action de lutte contre l'illettrisme, organisée par la plateforme de lutte contre l'illettrisme et l'analphabétisme, se tiennent du 9 au 14 septembre à Mayotte. Cette action est l'occasion de rassembler et de sensibiliser les acteurs de la prévention de la lutte contre l'illettrisme du territoire autour des pratiques sociales et des savoirs de base. Au programme, après une première journée à la Cité du Nord, demain les acteurs de l'événement poseront leurs valises au RSMA de Combagny. Mercredi, un atelier lecture sera organisé à la bibliothèque de Dzoumonier. Le lendemain, l'association Espoir et Réussite proposera une journée portes ouvertes de l'école des parents. Vendredi, la bibliothèque de Cavani, cette fois, organisera plusieurs ateliers autour des liens intergénérationnels. Enfin, cette 6e édition se terminera samedi avec 2 événements. Le matin, le lycée de Dembéni accueillera le public pour un café par an. En parallèle, la Ligue de l'enseignement sera à Mzouazia toute la journée pour sensibiliser aux enjeux d'action contre l'illettrisme. On termine cette édition avec le Centre régional d'information jeunesse. 2 formatrices du CRIJ de la Réunion sont en ce moment à Mayotte pour accompagner les salariés du centre local. Une action de 2 semaines pour former au métier d'informateur jeunesse qui s'inscrit dans un programme ambitieux, celui d'obtenir le label national Information Jeunesse. L'enjeu est majeur, en effet ce Graal permettra au CRIJ d'accéder à un réseau national riche composé de 1200 structures sur l'ensemble du territoire. Alors quand le CRIJ Mayotte sera-t-il labellisé ? Réponse avec Marion Tellier. Depuis 1 an, le CRIJ Réunion accompagne le CRIJ Mayotte en vue de l'obtention du label Information Jeunesse. En effet, le Centre régional d'information jeunesse joue un rôle important. Il est tenu d'informer les jeunes sur tous les domaines, notamment l'emploi, la santé ou encore l'éducation. Ce projet ambitieux facilitera donc le développement des missions de ce centre en lui apportant identifiabilité et lisibilité. Une labellisation qui viendra au terme de 2 années de programme aux côtés de formateurs tout droit venus de la Réunion. À travers des activités en pédagogie active, donc ce n'est pas du PowerPoint, on va dire, ce n'est pas un séminaire. Le but n'est pas pour nous de présenter ce qu'on fait à la Réunion et puis basta. Le but, c'est de co-construire ensemble en fait un réseau et des outils qui soient adaptés aux spécificités de Mayotte. Pour que le CRIJ Mayotte puisse déjà être reconnu au niveau du réseau et en deuxième lieu reconnu au niveau des jeunes qui sont leur public cible principal. Le label Information Jeunesse, c'est l'accès à un réseau national composé de près de 1200 structures partout en France. Pour l'obtenir, diverses étapes d'accompagnement, d'immersion au CRIJ Réunion et de formation sont nécessaires. Pour l'heure, 5 salariés du CRIJ Mayotte ainsi que certains membres de son réseau assistent aujourd'hui à une formation autour des différents volets du métier d'informateur jeunesse, notamment sur la charte à respecter quant à l'accueil des jeunes. On a commencé à se présenter, chacun là fait sa fonction qu'il le fait. Et maintenant, on fait un exposé chronologique de l'histoire du réseau Information Jeunesse pour savoir la création jusqu'à nos jours. Là, déjà, j'ai appris à découvrir un peu le CDJ là. Et puis, j'ai découvert les chartes. Ce qu'ils ont parlé un peu, les différentes mesures qu'on va respecter dans la charte.
En attendant l'obtention du label, au CRIJ Mayotte, l'innovation reste de mise. 3 centres numériques ont été créés à destination des jeunes et 5 autres devraient bientôt voir le jour. Par ailleurs, l'association souhaite lancer un projet de grande envergure, l'acquisition d'un bus qui circulera tout autour de l'île pour dispenser l'information au plus près des jeunes. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne pour ma part rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.